Je pense qu'à présent est venu le moment de nous rapprocher davantage du cœur de notre colloque, à savoir la place prévue par les normes, par les lois aux pratiques religieuses. Le professeur Elie, que j'ai eu le plaisir de croiser à l'occasion à l'Institut national de recherche scientifique, l'INRS, est connu pour sa rigueur. Je ne vais pas faire la présentation que vous avez devant les yeux, mais je sais, pour avoir une fois frappé à sa porte, qu'elle suggère toujours aux doctorants, je l'étais à l'époque, de la rigueur, davantage de travail, davantage de lecture et surtout consulter, consulter et encore consulter. C'est à ce titre que j'avais passé 5 minutes dans son bureau. Elle m'avait donné à l'époque, il y a une dizaine d'années, des éclairages intéressants que je ne connaissais pas. Et aujourd'hui, elle va nous parler justement du cadre juridique et je lui cède la parole, professeur Denise Elie. Sur ce mot de vivre ensemble, je vais peut-être dire quelques mots sur la notion et à ce niveau-là, rappeler quelque chose. Bon, le vivre ensemble, c'est une expression de technocratie et de gouvernance. Il faut bien savoir de quoi on parle. Ce ne sont que des technocraties d'État ou des technocraties de niveau de gouvernement inférieur qui utilisent ce mot. Ce n'est pas du tout une expression sociologique basée. Alors, c'est une notion qui ignore complètement les rapports de pouvoir. Il n'y a rien de politique dans la notion. On ignore ce qu'est le pouvoir. Et ce qu'on vise à créer chez, disons, le citoyen moyen qui n'a pas une très grande connaissance de comment fonctionne une société ou qui n'est pas intéressé à savoir comment fonctionne une société, on vise à créer l'imagerie d'une société comme d'une population partageant des manières de penser, d'être, de se comporter, donc comme d'une communauté, quelque part. Et une société n'est en rien une communauté. Vous m'entendez ? Il y a un très bon texte je pense que c'est un philosophe, Joseph Hitz, canadien, sur cette notion de valeur partagée et de vivre ensemble, où il démontre qu'en définitive, l'idée qu'une société partage des valeurs est une idée complètement spécieuse et dangereuse politiquement. Alors, tout ça pour dire que quand on parle de notions, disons, idéologiques comme le vivre ensemble, il faut toujours se poser la question qui c'est qui cause, qui c'est qui l'utilise, dans quelles circonstances, comme l'a fait Kadi, quand il dit par exemple, c'est curieux qu'au Québec, quand l'expression vivre ensemble apparaît, eh bien comme par hasard, c'est presque toujours couplé avec un problème lié à la population musulmane. Donc qui parle, quand et qu'est-ce qu'il en tire. Donc je n'irai pas plus loin là-dessus, mais c'est pour rappeler cela. La leçon de ça, et par exemple, je dois vous rappeler, pour faire un peu de sociologie des acteurs, que le terme vivre ensemble vient d'Europe, mais il a été extrêmement utilisé par le gouvernement fédéral, et particulièrement par le patrimoine canadien, le ministère, dans les années 90, dans un contexte tout à fait différent, et pour d'autres propos politique, c'était lors de la réduction de la dette, du déficit de l'État et quand il a fallu commencer à couper les programmes sociaux. Et on a eu à ce moment-là un très grand discours fédéral sur vivre ensemble et surtout participer, soyez des citoyens actifs. Et en fait, l'injonction qui était donnée, c'était résolvez vos problèmes. Et même, si vous pouvez, participer de telle manière que vous allez pouvoir résoudre les problèmes locaux, de voisinage, de délinquance locale, de dégradation de l'habitat. Bon, on a eu ce grand discours. Ensuite, la notion de vivre ensemble est partie en Europe et c'est devenu aussi un grand discours de la technocratie européenne de Bruxelles. Et il est revenu avec la commission Bouchat-Taylor ici et il est très utilisé par un certain nombre d'ailleurs d'universitaires et de politiciens québécois.
Ce qui est important, à mon sens, et c'est pour ça que je vais passer au juridique après, et pour expliquer comment j'y passe, c'est que quand on parle de partage de valeurs, l'injonction du vivre ensemble, c'est il faut vivre ensemble en paix, tranquille. Implicitement, c'est nous devons partager quelque chose pour pouvoir vivre ensemble. Donc, on renvoie à la notion de partage de valeurs. Une valeur, c'est quelque chose, c'est une vision personnelle, collective, individuelle, peu importe, de ce que nous considérons comme bon. C'est ça une valeur. C'est une conception donc qui peut être individuelle, mais qui peut être aussi collective, et elle est extrêmement dangereuse parce que dans une société, on ne peut pas partager des valeurs. On a, ça c'est un fait sociologique et constaté depuis des siècles, on a une telle diversité de modes de vie, de manières de penser, de manières de vivre, de manières, de normes qu'on ne peut pas partager. C'est toute la réflexion, je pense, intelligente qu'ont eu les grands penseurs libéraux à la création du libéralisme politique, c'est on ne peut pas partager. Donc il faut trouver des modes de fonctionnement qui fait qu'on va pouvoir vivre éventuellement côte à côte en ne partageant pas des valeurs. C'est ça le libéralisme politique à l'origine. Bon, pensez simplement, le libéralisme politique, au fond, est né des guerres de religion en Europe quand ils sont mis à penser comment on fait pour éviter de s'entretuer. Bon. Et c'est comme ça qu'est née l'idée qu'il faut mettre des principes. Donc il faut toujours distinguer valeurs et principes de vie en société. Sinon, si vous parlez de valeurs partagées, vous rentrez immédiatement dans la notion de valeurs partagées majoritaires. Alors, par exemple, quand vous parlez, je prends des exemples très très simples, l'homosexualité. Il y a 50 ans, l'homosexualité était une valeur partagée par les Américains et peut-être les Canadiens, ça je ne sais pas, je n'ai pas les chiffres, les statistiques, mais par les Américains, c'était très clair. Et donc, c'était criminalisé. Bon, comment? C'était simplement une valeur partagée par la majorité de la population, c'est ça une valeur. Donc, si elle est partagée par les majorités, elle devient évidemment presque toujours dangereuse puisqu'elle exclut les manières de penser d'être des minorités. Aussi, si on veut éviter ce pouvoir des majorités culturelles, il faut donc distinguer ces manières de vivre en société et des principes fondamentaux. En général, actuellement, dans le débat entre les philosophes, il y a un énorme débat depuis 20 ans là-dessus sur quels sont les principes de base d'une démocratie moderne, parce que très souvent, le discours lambda, c'est la Constitution, des choses comme ça. C'est la Constitution, mais il faut aller au-delà de ça. Et les 3 principes que j'ai mis là, c'est à peu près ceux auxquels arrivent les philosophes actuels, donc non-violence, égalité et respect de l'autonomie individuelle. Alors, dans la mesure où la notion ou l'expression de vivre ensemble n'est jamais réellement définie, et je serais très curieuse d'entendre cet après-midi comment elle va être définie par des gens qui sont sur le terrain et qui l'utilisent sans cesse, mais qui est plutôt lancée comme une injonction à se comporter sans créer de conflit. Donc on vise des consensus et des compromis, à fonder une espèce de société cohésive. Donc elle peut être extrêmement dangereuse politiquement, puisqu'elle peut porter atteinte à l'égalité de toute personne qui ne la partage pas. Et c'est pour ça que c'est une notion spécieuse. Alors maintenant, pourquoi je passe à la religion? Parce que et à l'aspect juridique. Parce qu'effectivement, si on prend les 3 principes sur lesquels s'accordent les philosophes actuellement, le débat va continuer et on arrivera certainement à d'autres choses. C'est toujours en évolution, il n'y a rien de fixe dans ce genre de débat. Donc non-violence, égalité, autonomie. Okay. Comment on codifie ces principes? Bon, ils sont depuis historiquement déjà généralement codifiés donc par la loi, par les constitutions, par les chartes des droits. Alors, sur la question de la religion, je vais mettre en place un certain nombre de positions qui illustrent comment on condamne la religion, puisque la question du colloque, c'est la place du statut public de la religion, c'est ça. Donc, c'est évidemment penser et essayer de comprendre
comment il y a toute une série de secteurs dans une société qui refusent un statut public de la religion et qui veulent l'endiguer ou la refouler. Donc, les arguments en Occident, et particulièrement dans les sociétés francophones ex-catholiques, sont à peu près ceux que je vais lister. Les valeurs, et vous voyez que ce sont des valeurs qui sont mises de l'avant, c'est tout d'abord, on condamne la religion à partir d'imageries comme le conformisme, le consensus, l'évitement du conflit. Et la grande idée, c'est à Rome, on fait comme les Romains. Donc, ça, c'est la base même de ce qu'on appelle le nativisme en américain, en anglo-américain. Et ça a été une valeur, par exemple, qui a été souvent évoquée dans les témoignages de la commission Bouchard-Taylor pour condamner les minorités religieuses. Et au premier chef, donc, c'était surtout les musulmans et aussi les juifs. Une autre valeur mise de l'avant pour condamner la religion, c'est la rationalité comme étant la seule catégorie de pensée, de mode de pensée et d'appréhension du monde humain. On ne se rend absolument pas compte comment nous sommes tous conditionnés à croire que le monde humain fonctionne à la rationalité. Il y a pourtant un énorme débat, là encore, sur la fausseté de cette idée, mais la rationalité est présentée, quand vous discutez, faites des sondages, la plupart du temps, les gens vous disent « Oh, la religion, c'est un anachronisme, c'est un archaïsme intellectuel, parce que les gens croient à la beauté et à l'efficacité, surtout de la rationalité. » Alors, je passerai sur la question de la valeur de la rationalité. Un troisième schème ou valeur pour condamner la religion, ça serait la valeur bénéfique de la sécularisation et du refoulement de la religion par l'État. Il faudrait que donc les sociétés soient totalement sécularisées et les États totalement sécularisés, c'est-à-dire hors religion. Et donc l'idée derrière, c'est qu'il y a un conflit inhérent entre l'État et la religion, parce que la religion est un archaïsme intellectuel, est irrationnel, alors que l'État moderne serait mené par la religion. Cette idée-là est totalement fausse, et j'insiste énormément parce que où je veux en venir, c'est qu'à travers le régime canadien que je vais décrire de manière extrêmement rapide, je veux quelque part entrer dans le débat sur le débat populaire sur la laïcité au Québec, qui est un faux débat. La laïcité est un principe constitutionnel très très clair, il est complètement faussé dans les débats français et dans les débats francophones canadiens. Et donc, je vous rappelle que quand on parle de la valeur de la sécularisation et du refoulement de la religion par l'État, c'est complètement faux. Nous n'avons en fait que 3 pays en Occident qui ont un système de ce que j'appelle le sécularisme, on va arriver là-dessus, c'est qui sépare véritablement l'État et la religion, c'est-à-dire qui interdisent à l'État d'intervenir de quelque manière que ce soit dans la religion. C'est les États-Unis, la France et le Mexique, et là-dedans, enfin, j'aurais pas le temps de revenir, mais là-dedans, sachez une chose qui est quand même très comique, c'est que la France est le pays le plus, en termes d'État sécularisé, qui respecte le moins le principe de la laïcité et des sécularismes. Il y a une série, pour des raisons historiques qui sont tout à fait valides d'ailleurs, il y a une série de dérogations par l'État français depuis un siècle au principe de la laïcité. Et ce qu'il faut savoir dans ce débat, parce que ce n'est jamais dit au Québec, c'est que le reste du monde occidental, à part ces 3 pays, je reste uniquement au niveau du monde occidental, on pourrait aller en Asie encore, le reste du monde, des États, tous les autres États ont un lien avec la religion, plus ou moins étroit l'un de l'autre. N'oubliez pas par exemple que la Belgique, certains diraient peut-être que c'est nocif dans le contexte actuel, la Belgique reconnaît officiellement 8 religions, paye le personnel religieux, paye l'entretien de tous les établissements et institutions religieuses. Et l'islam est reconnu comme religion officielle. Bon. Je vous rappellerai que l'Allemagne, qui reconnaît comme agent d'intervention sociale officielle, donc tout ce qui est régulation des problèmes sociaux et de l'aide sociale, l'Église évangélique qui regroupe 28 églises. C'est un statut officiel donné par l'État depuis la Constitution d'après-guerre et
donne à ces églises le droit de prélever 9% de votre revenu. Il faut demander une dérogation, faire une espèce de déclaration d'apostat pour être exempté de cet impôt. Donc c'est une mythologie et c'est une fausse information sans cesse de présenter la laïcité comme le modèle par excellence de la modernité et du lien entre l'État et la religion dans la modernité. C'est complètement faux. Il n'y a jamais que 3 pays là-dessus et la France en plus le respecte peu. Bon, pour passer, parce que je pense que le temps passe, une autre valeur qui est trop souvent là dans les débats québécois, mais on trouve ailleurs, on trouve aussi en France, il y a une colonisation des débats québécois dans la matière par le débat français qui est absolument lamentable. On se croirait encore, je ne sais pas quoi, au XVIIe, on est encore colonisé par la France et dans ce cas-là du pire certainement. La 4e valeur qui est souvent invoquée, c'est le peuple comme seule incarnation de la société et de ses valeurs. C'est cette croyance en la puissance et surtout la légitimité du peuple, et qui fait que, et ça on l'a bien vu dans la commission Bouchard-Taylor, qui fait que les juges sont les ennemis absolument, parce que les juges sont ceux qui viennent limiter le pouvoir populaire, c'est ceux qui viennent limiter le pouvoir des assemblées élues. Ça, c'est une autre valeur de condamnation de la religion. Alors, donc, si la religion ne recule pas dans les sociétés civiles comme le voudraient ceux qui s'opposent à tout ce qui est religieux, et qu'ensuite l'émigration contribue à la présence de la religion, c'est pour ça qu'on a ce débat de la part de ceux qui s'opposent à la religion, qui sont donc moi ce que j'appelle dans une forme de fondamentalisme athée. Je précise que je suis une agnostique absolument convaincue, mais ça n'a rien à voir avec mes positions publiques. Si donc on ne peut pas faire reculer la religion dans la société civile, dans la rue, si l'immigration contribue à la maintenir, et donc, les opposants à tout ce qui est religieux et vont dire qu'il faut laïciser l'État afin de délégitimer la religion et surtout de réduire l'influence des courants religieux. Et n'oublions pas, tout ça n'est pas que du discours, il y a aussi des intérêts, il y a des acteurs qui interviennent là-dedans. Et à mon sens, tout le débat aussi sur la religion au Québec est une réaction, j'appelle une réaction au sens politique, de secteurs de la population qui ne veut pas voir une perte de ses acquis. Et un de ses acquis historiques, c'est quand même de dominer les marchés de l'emploi, de la fonction publique, de l'État. Et c'est à peu près, peut-être l'enseignement secondaire, ce sont peut-être les 3 secteurs qui demeurent encore des territoires fermés de l'État. Bon, je n'aurai pas le temps. Donc, le débat sur la laïcité au Québec tient, à mon sens, à cet enjeu-là, qui est un enjeu d'intérêt aussi au dernier sens, et nullement à la beauté de la laïcité. Je vous rappelle que sociologiquement, on n'a jamais pu prouver, aucun universitaire n'a jamais pu prouver qu'un système de relations entre l'État et la religion, comme on a en Allemagne, en Suède, dans toutes les monarchies constitutionnelles, les États européens en majorité sont des monarchies constitutionnelles. Donc tous les États ont une identité religieuse, puisque la monarchie est de droit divin. Pensez à l'Angleterre, pensez à l'Espagne, pensez à toutes les monarchies belges et scandinaves. On n'a jamais pu prouver que ces types de relations entre État et religion avaient un désavantage par rapport à un système laïque à la française sur les questions d'égalité, de paix sociale et de régulation des conflits. Merci.